Donc maintenant, nous allons se poser la question du cadre juridique de ces bug bounties. Et dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Maître Esquiva S, qui va nous traiter de cette question. Comme vous préférez, peut-être là-haut. Pour aller au plus vite, je vais prendre votre micro et je vais même minuter. Bonjour à tous. Bienvenue dans le présent et le futur. Donc, pour ce qui concerne les bug bounties, c'est un phénomène qui a émergé aux États-Unis il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et comme vous l'expliquait Monsieur Ben Nasser, c'est un système par lequel une récompense est offerte par une société à tous ceux qui trouvent des failles de sécurité dans un périmètre donné de leur système informatique, site internet, application, logiciel. Pourquoi des sociétés comme Microsoft ou comme des GAFA ont été les précurseurs d'ailleurs de lancement des bug bounty, mais après des PME aux États-Unis et maintenant aujourd'hui en Europe ont eu recours à ce système de chasse, parce que les plus brillants des hackers généralement se retrouvent pas nécessairement dans l'effectif salarié de ces entreprises. Ces intelligences sont diffuses et partout dans le monde, en Inde, dans des pays divers et variés, au Moyen-Orient, dans les pays européens. Et ce qui est recherché, c'est l'intelligence la plus accrue pour la mettre au service de la détection des failles. Donc se joue un peu une scénographie entre ce qu'on appelle hacker, mais aussi bon pirate et hacker. Le montant de la récompense qui est octroyé aux bons pirates, on va les appeler les bons pirates, qui recherchent ces failles, est généralement déterminé par l'entreprise qui les mandate. Donc vous avez un pool qui va être partagé entre l'ensemble des hackers. Et en fonction de la faille et de la criticité de la faille qui est découverte, la récompense sera plus ou moins grande. Elle sera encore plus grande quand, associée à la découverte de cette faille, on offre un patch de résolution. Alors évidemment, il n'est pas toujours facile d'établir les règles de répartition. Et quand on a des systèmes qui filtrent le serrage de l'utilité de la faille et du patch offert, c'est plus facile pour l'entreprise de distribuer équitablement les récompenses aux gentils pirates. Quand parfois on n'a pas ce filtre, il y a parfois des frustrations qui peuvent être générées au sein des pirates des gentils pirates, relativement aux failles et aux patchs qui sont découverts. Alors, dans cet univers, comme vous l'a dit M. Ben Nasser, les gentils pirates ou hackers qui participent à ces bug bounty ont généralement pas des contrats écrits signés tels que avec soit les plateformes, que ce soit HackerOne, ou les sociétés qui les mandatent, que ce soit Microsoft ou d'autres GAFA ou d'autres PME. Leur engagement moral, de facto, se souscrit en un clic sur un site ou sur une plateforme. En matière commerciale, tout commencement de preuve vaut. On n'a pas forcément besoin d'une preuve par écrit, mais le hacker ou gentil pirate n'est pas forcément une entité commerciale. Donc ça nous pose des challenges et des difficultés particulières. Donc la pratique des bug bounty maintenant c'est démocratisé et on observe évidemment sa multiplication toujours aux États-Unis, mais elle vient en Europe. Et le cadre juridique qui nous est offert est relativement assez restreint. Et en fait, nous, on observe, on échange beaucoup avec nos homologues américains sur la façon dont ils encadrent ces programmes. Et généralement, on a des grandes tendances que l'on retrouve. Généralement, les bug bounty programmes définissent un périmètre d'action du pen tester. Donc, certains bug bounty programmes limitent la recherche de failles à un logiciel ou un certain site internet. Ils définissent le profil de failles recherchées. Donc, ils vont préciser le type de faille qui ouvre droit à rémunération. Et il s'agit d'identifier des failles affectant la confidentialité ou l'intégrité des données d'utilisateurs, n'ayant jamais été repérées. Un simple bug n'étant pas jugé, s'il est sans gravité, comme faisant partie du programme et ouvrant droit à une rémunération. Comme je vous l'indiquais plus tôt, la fixation de la rémunération, elle est variable, mais la plupart des bug bounty programmes trouvent une formule pour préciser, autant que faire se peut à l'avance,
quel type de failles détectées et de patchs détectés sont susceptibles d'ouvrir à une rémunération. Mais les gentils pirates et hackers étant toujours plus créatifs, innovants, il est possible que malgré ces formules, certaines failles soient détectées et certains patchs soient d'une telle utilité qu'on puisse se retrouver hors programme, ce qui peut donner une difficulté quant à l'évaluation ou la nécessité peut-être de prévoir une rémunération complémentaire. Généralement, il y a une durée au bug bounty programme. Certains bug bounty programmes enferment la période de test dans un délai précis avec des dates d'ouverture et de fermeture. Au-delà de la date de fermeture, on ne peut plus accéder au système d'exploitation normalement. Et si on tente d'y accéder, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Et je pense que vous en reparlerez ultérieurement. Il y a une particularité, un point qui est particulièrement difficile dans les bug bounty programmes, c'est l'issue de la protection des données personnelles. Lorsque le bug bounty programme concerne des sociétés qui possèdent des données à caractère personnel, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne quand c'est Microsoft, Facebook ou Google qui ont recours à ces programmes, qui sont dotés des plus larges bases de données personnelles, l'éthique est renforcée vis-à-vis des pentesters. Donc les GAFA précisent généralement dans leurs conditions générales d'application l'obligation d'effectuer des tests via des comptes spécialement créés à cet effet et d'obtenir l'accord explicite du propriétaire du compte sur lequel sont effectués les tests. En pratique, on se rend compte que sans difficulté, des plateformes dédiées sont créés par ces GAFA ou Microsoft pour limiter l'accès aux données personnelles, l'obtention de l'accord explicite des parties auxquelles les données personnelles appartiennent, ça peut être vous et moi, c'est encore une entreprise qui est largement inachevée. Finalement, les comportements indésirables auxquels donnent lieu ces programmes sont des comportements typiquement humains. On peut voir à l'occasion de ces programmes des pratiques de spamming, de phishing, de destruction de données ou encore de perturbation du système qui sont à éviter dans le cadre d'une recherche d'une faille. Mais surtout, ce que l'on constate, c'est parfois un sentiment de frustration de certains de ces gentils pirates au milieu desquels peuvent se cacher de méchants hackers. Frustration qui est particulièrement plus importante dans les unmanaged bug bounty dont vous a parlé Monsieur Ben Nasser, où vous pouvez avoir en fait un comportement de hacker qui se considère injustement récompensé compte tenu du niveau de faille, niveau de patch qu'il apporte à l'entreprise et qui peut avoir notamment deux comportements déviants. Un premier comportement qui peut consister à vouloir faire un chantage auprès du centralisateur du programme ou du pourvoyeur du programme pour demander un surplus de récompense, ou pire encore, qui peut utiliser les données ou les failles dont il dispose pour les monnayer auprès de la concurrence. Donc ça, c'est une réalité de marché technologique qui existe. C'est ça qui fait d'ailleurs basculer le statut de gentil pirate à hacker. Donc, dans ce contexte-là, il faut savoir que la pratique aux États-Unis, pour les plus grands pourvoyeurs de bug bounty, c'est d'appliquer un régime de clauses de droit applicables, qui semble un petit peu illusoire, mais c'est une réalité. Donc, quand vous êtes sur des bug bounty programmes avec Microsoft, par exemple, c'est systématiquement la loi de Washington qui s'applique. Donc, que vous soyez en Lituanie, en France ou en Algérie ou en Inde, si vous êtes victime d'une infraction qui est considérée pénale, il vaut mieux pas aller voyager aux États-Unis dans les semaines et mois à venir. Et enfin, donc le contrat moral auquel faisait référence tout à l'heure Monsieur Ben Nasser et qui souvent se traduit par un engagement sous forme de clic, il implique des principes qui sont bien reconnus de notre droit, des principes de bonne foi tout simplement. Les pirates éthiques mettent leurs compétences au service de l'identification de faiblesses système qui permettent l'accès non autorisé dans le but d'exposer la vulnérabilité et sa correction, tandis que des hackers, eux, tentent de pénétrer irrégulièrement et de mener des activités illégales. Donc, on ne va pas faire du Walt Disney, mais il y a le blanc et il y a le noir. Et quand on franchit la ligne, on n'est plus du bon côté.
Et dans ces autres principes moraux, c'est le principe de la révélation de la faille à l'entreprise. Si on participe à ces programmes et qu'on trouve une faille, le principe de base, c'est la condition essentielle, c'est de révéler la faille, d'en apporter la preuve et, si possible, si c'est accessible aux gentils pirates, de pouvoir fournir un patch. Et enfin, le dernier de ces principes de bonne foi et d'engagement moral, c'est le respect de la confidentialité afin de ne causer de préjudice ni à l'entreprise, ni aux personnes dont les données à caractère personnel ont été hackées. Donc on a une petite difficulté quand même dans des programmes comme HackerOne qui autorise en fait la publication au bout de 180 jours de ces failles si l'entreprise n'a pas d'elle-même paré à ces failles. Donc ça peut nous poser une petite difficulté, mais vous allez avoir la suite de ces développements qui vont très bien vous être expliqués par le procureur, mes confrères et Madame la Présidente. Merci Maître pour cette analyse. Donc nous allons commencer ce cas pratique, en tout cas situer le contexte, le scénario, et je vais demander à Monsieur de Vauwassel de monter, de venir, je ne sais pas où il est, voilà, pour nous faire une explication donc, de ce nouveau cas pratique. Bien. Mon général, mesdames, messieurs, nous voici donc au démarrage de ce second scénario que j'ai le plaisir de vous présenter. Scénario qui a pour héros, ou anti-héros, un individu qui s'appelle Dave Portefigue. Alors, voici le cadre. On va présenter un petit peu le personnage. Donc Dave Portefigue n'est pas quelqu'un de très sociable. Âgé de 27 ans, il n'a jamais eu beaucoup d'amis. À un certain moment de sa vie, le regard des autres a profondément pesé sur lui et sa personne, mais désormais, cela l'affecte peu. Passionné d'informatique, de jeux vidéo et d'Internet, Dave a réussi son diplôme d'ingénieur en architecture des systèmes et réseaux, avec difficulté, due à son manque d'assiduité. Il a refusé de nombreux postes proposés par de grandes entreprises des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce qu'il les abhorre. Dave a une vision du net très particulière, on pourrait presque dire quasi libertaire. Les grandes sociétés monopolistiques sont pour lui des aberrations. Pourtant, bien qu'il tienne des discours rebelles, il ne s'est jamais risqué à enfreindre les lois de manière significative. Quelques films téléchargés, musique, bon. Il s'est rodé aux techniques de hackage, par contre, mais il n'a jamais franchi la ligne rouge. Il y a bien eu cette affaire de vol de données personnelles des employés portugais de la multinationale POM à Lisbonne, mais l'implication dans ce méfait du collectif de hackers que Dave fréquentait n'a jamais été prouvée. Ange mi-démon, nous allons voir. Alors. Dave Portefigue travaille quand même depuis 2014, à la demande. Il crée des sites Internet pour ses clients, souvent des petites et moyennes entreprises, voire des administrations. Cette activité ne le comble pas de reconnaissance ni de passion, mais ça le distrait, ça le surpasse un peu. Et par contre, depuis quelque temps, il travaille. Il a rejoint une communauté qui s'appelle Love Hacking via une plateforme nommée Bug Bounty F, donc qui rassemble une communauté de chercheurs en sécurité qui cherchent à remporter un défi collectif. Grâce à cette plateforme, des entreprises peuvent proposer à hackers de tester les failles de leur sécurité en proposant des récompenses, comme cela a été précédemment expliqué. Je n'y reviens pas, mais nous, on est ici dans le cadre du Managed Bug Bounty. Son niveau de vie ne requiert pas des sommes astronomiques, mais néanmoins. Alors, le cadre, après le personnage, voici la société qui fait l'objet de notre attention aujourd'hui. Elle s'appelle BoBébé. BoBébé est une jeune entreprise qui crée, confectionne et commercialise des pièces textiles pour enfants et dont la qualité commence à être reconnue sur tout le territoire français. Elle vend principalement à la grande distribution. Son chiffre d'affaires annuel est de 3 millions d'euros. Désireuse de s'ouvrir au marché international, elle souhaite mettre en ligne une nouvelle plateforme, hébergeant des serveurs web destinés à ses clients et qui seraient localisés en Irlande. Sa nouvelle interface client, accessible via cette plateforme, doit permettre à sa nouvelle clientèle étrangère de pouvoir s'enregistrer, consulter les offres, passer commande, payer, contacter le service après-vente, etc. L'entreprise BoBébé a pris soin d'interconnecter sa nouvelle plateforme au travers d'une unique passerelle sécurisée via un VPN.
ici. Si les services proposés aux clients et les transactions financières sont gérés au niveau de la plateforme, c'est au travers de cette passerelle que s'effectue le transfert des transactions réalisées pour l'archivage et la mise à jour des fichiers clients entre les deux réseaux. Cette plateforme irlandaise doit être mise en service d'ici 2 mois. Et pour ça, l'entreprise décide, pour des raisons de réduction de coûts budgétaires, de soumettre la plateforme à un programme de bug bounty via Love Hacking, pour détecter en amont de son lancement les failles de sécurité potentielles de son système. Elle propose, sur une période d'une semaine qui va du samedi 2 au samedi 9 avril 2016, d'ouvrir sa plateforme et des récompenses allant de 100 à 1000 euros en fonction de la dangerosité des failles trouvées, de la qualité du rapport et de la présence ou non d'un patch collectif, comme ça a été précédemment expliqué. Donc Dave se prend au jeu et s'attelle à la tâche. Auparavant, au sein de l'entreprise BoBB, le responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise, qui était en déplacement à l'étranger, envoie un mail à son adjoint en lui demandant « Oh, attention, n'oublie pas de fermer le VPN avant que les bug bounty démarrent. » Il envoie ce mail le vendredi 1er avril à 16h50. Et le samedi 2 avril à minuit, Dave se lance dans les pentests. Au bout de 3 heures, il découvre une première faille très intéressante, selon lui, qui concerne un possible bug overflow sur la version d'Adobe Acrobat Reader 11.0.10, donc cette version qui permet de lancer l'exécution d'un code malveillant sur un site. Voilà, donc l'exécution d'un code malveillant, pardon, pas sur un site, pas sur celle-là. Il se rappelle cependant que la découverte des failles sur des logiciels propriétaires n'est pas pertinente dans le contexte du bug bounty. Bon, malgré tout, il décide d'en référer à son crowdsourcer, donc celui qui récupère toutes les failles découvertes, et afin de se faire repérer comme un bon élément. Pas de réponse du crowdsourcer. Le temps passe un peu, il travaille beaucoup. 22h30 le même jour, là, il découvre, après plusieurs heures d'investigation, une nouvelle faille, qui, celle-ci, est une faille Cross-Site Scripting, XSS, qui a été mentionnée par M. Ben Nasser, qui permet d'injecter du contenu dans les pages d'un serveur web de la plateforme, et aussi provoquer l'exécution de codes malveillants donc, au sein de ces pages web, lorsque un client se connecte dessus. Alors, c'est une très belle trouvaille, il en est tout heureux. Derechef, il en informe son crowdsourcer. Le dimanche, le lendemain, 5h30, vous voyez qu'il ne dort pas beaucoup, il est à fond dessus. Après une courte nuit, Dave reçoit des informations sur une nouvelle faille potentielle à travers d'un forum spécialisé d'une communauté de hackers auquel il appartient. En regardant cette plateforme, il découvre alors une nouvelle faille qui permet une injection SQL sur le serveur qui héberge les bases de données dédiées aux commandes et livraisons de produits de BoBB. Il parvient ainsi à injecter dans une query SQL en cours des éléments de requête supplémentaires qui ne sont pas prévus par le système, mais qui permettent de récupérer, caractère par caractère, des données de la base de données. Alors, il est enthousiaste, belle trouvaille, ça va être probablement rémunéré à sa juste valeur, et il en informe le crowdsourcer. Mais la réponse tarde. Alors, il continue ses investigations, et alors là, on voit ici le réseau, le VPN qui théoriquement doit être fermé, mais il découvre qu'il y a une faille, en fait, au niveau de la machine P1 ici, donc le point d'entrée de la plateforme irlandaise, le bout du VPN, parce que cette machine P1 contient un protocole appelé SSL V3, qui est un ancien protocole de chiffrement des données, qui n'est plus vraiment utilisé, mais parce qu'il est remplacé par TLS. Ceci étant, il a été conservé dans l'éventualité où des anciens navigateurs, qui ne seraient pas compatibles avec la nouvelle norme TLS, puissent être activés. Or, au sein de ce SSL V3, il existe une faille de sécurité qui permet des attaques du type man in the middle. Donc, mais par contre, cette phase n'est active que si le VPN est ouvert. Et là, au stupeur, il se rend compte que le VPN est ouvert.
Tout simplement parce que l'adjoint du RSSI, M. Le Sceau, n'a pas encore reçu le mail qui a été envoyé le 1er avril, à la veille du week-end. Et cette personne est toujours en week-end, donc elle n'a pas fermé le VPN, donc qui est ouvert au début de l'investigation des tests. Alors, il en profite, Dave Portefeuille. Il exploite ce VPN ouvert entre la plateforme irlandaise et le réseau mère français et commence à espionner le réseau français. Qu'est-ce qu'il y découvre? Alors, on va peut-être mieux voir ça sur le schéma suivant. Il y découvre qu'en fait, au sein du réseau français, il y a des machines, ici nommées R1, qui permettent, au travers d'une connexion SSH, d'accéder à des services de maintenance à distance, au travers d'une machine A. Donc voilà, maintenance à distance au travers de ces machines. Et là, il trafique les paquets d'informations entre ces deux machines, et il réussit à ouvrir une session de maintenance usurpée en devinant le login password du responsable de la maintenance, qu'on va appeler Aristide Truc. En général, si vous l'acceptez. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, à travers de son PC, il usurpe l'identité de cet Aristide Truc avec la machine A, et du coup, il arrive à créer des sessions de maintenance. On est le lundi 4 avril, 7h30, toujours pas de nouvelles du crowdsourcer. Donc après une nuit d'attente, Dave poursuit et continue l'exploration du réseau mère français. Il arrive à y rentrer avec cette lien de maintenance et accéder au budget, au prototype, aux fournisseurs, et à toutes les données qui concernent le client. Alors, il hésite à en informer le crowdsourcer parce que vous le voyez sur le schéma, on est sur la plateforme réseau français et non pas la plateforme irlandaise. Donc on sort du cadre du bug bounty. Par contre, pour avoir la conscience tranquille, il décide d'en avertir un de ses amis qui travaille à l'ANSSI. Par relation, il lui envoie un mail. Le temps se passe. L'adjoint du RSSI, M. Le Sceau, reçoit effectivement le mail que lui a envoyé le RSSI de l'entreprise BoBébé et ferme le VPN, mais on est lundi 4 avril à 10h30. Entre-temps, Dave Portefeuille a pu pénétrer le système. Voilà. Dave Portefeuille est un peu fatigué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a toujours pas de nouvelles du crowdsourcer. Donc il lui renvoie un mail, un petit peu de synthèse, en disant il est un peu contrarié. J'ai trouvé 2 failles de sécurité, une XSS et une injection SQL. Est-ce que vous pourriez revenir vers moi? Mais bon, toujours pas de réponse. Et le 9 avril arrive, c'est la fin du bug bounty. Et alors là, le crowdsourcer se réveille. Il a reçu 23 vulnérabilités des différents pentesters trouvés qui ont participé au bug bounty, et donne un classement qui est très décevant pour Dave, parce que parmi les 23 failles trouvées, la SQL est classée en 14e position et la XSS en 20e. Et pour ce faire, il reçoit une rémunération de 300 € et 150 € respectivement, ce qui fait une somme de 450 €. Alors Dave, je de vous le dire, est hors de lui. Il est furieux. Il demande plus, il dit c'est pas normal, c'est des belles failles. Seulement, l'entreprise BoBébé n'est pas très riche. Elle avait prévu 8 000 € pour l'ensemble. Elle a divisé par le nombre de failles et elle lui dit non, vous n'aurez pas plus. C'est vraiment trop injuste. Alors, le 10 avril, la société Killfile est appelée par BoBébé pour corriger les 23 failles qui ont été trouvées par les pentesters. Le lancement de la plateforme est prévu pour le 1er juin. Mais pendant ce temps-là, Dave, il ronge son frein, il est frustré. Et il a bien réfléchi et il se dit, je vais quand même faire quelque chose. Je vais essayer d'avoir un peu plus de rémunération. Pour ce faire, il utilise la connexion de maintenance dont on vous a parlé, qui est usurpée, et il décide de pénétrer le réseau mère, le réseau français, et de chiffrer toutes les données archivées des clients de la région nord-ouest de l'entreprise, 15% du chiffre d'affaires. Donc il le fait avec une clé de chiffrement privée, une publique et une privée, bien sûr, et via une fausse identité qui s'appelle HackerSafe27, Dave, il informe l'entreprise BoBébé de ce qu'il fait. Donc il leur dit, je suis un pentester, j'ai trouvé une faille d'importance chez vous, au niveau de la connexion VPN. Lorsque le VPN est activé, cette faille, elle existe.
mais je voudrais que vous me donniez un peu d'argent. Il demande 4 000 € pour que je vous explique où est cette faille. Il ne dit pas quelle faille c'est, il dit j'ai trouvé une faille, donnez-moi 4 000 € et je vous le montre. Et pour vous montrer que je suis quelque part un peu puissant, j'ai chiffré quelques-unes de vos données d'archivage, 15% du chiffre d'affaires, mais je vous envoie quand même la clé de chiffrement que j'ai utilisée. Donc il a chiffré des données, il dit que ces données sont chiffrées, mais regardez, j'ai la clé de chiffrement, je vous la donne, vous pouvez déchiffrer si vous voulez. Pas de réponse de l'entreprise BoBB. Et donc il refait de même quelques jours après, il redit je vais chiffrer d'autres données, là, celles qui concernent les clients du Sud-Ouest cette fois-ci, 22% du chiffre d'affaires. Et pareil, il dit à l'entreprise BoBB, j'ai chiffré certaines de vos données, voilà la clé de chiffrement que j'ai utilisée. Je vous rappelle que je demande 4 000 € parce que j'ai découvert une faille que je voudrais vous donner, mais payez-moi d'abord. BoBB, elle, décide de faire autrement, il porte plainte. Voilà. Donc BoBB porte plainte, et on arrive là au 11 mai, où la plainte a donné ses fruits, on a regardé qui étaient les pentesters, on a une suspicion, on convoque Dave Portefig. Et Dave Portefig, il est convoqué donc au commissariat, son PC est saisi, on lui découvre les données concernant toutes les transactions d'achat de l'entreprise BoBB depuis sa création en 2009. Durant sa garde à vue, Dave avoue avoir voulu prouver sa valeur et s'est senti vexé face au peu de reconnaissance de la part de BoBB pour les failles qu'il avait découvertes. Donc les failles XSS et injection SQL, selon lui, étaient quand même de costauds. Et donc il assume la responsabilité de ce qu'il a fait. Ceci étant, il dit, moi je n'ai fait que chiffrer des données, je n'ai pas fait de mal à l'entreprise. Voilà, je n'ai pas détruit quelconque des données. Le 1er juin, l'entreprise BoBB refait un audit de sécurité sur tout son réseau, refait appel à Killfile pour corriger, pour vérifier que tout est en ordre, mais ça décale le lancement de la plateforme néerlandaise au 10 juin 2016. Et on arrive au fait suivant, il découvre quand même Killfile qu'un puissant malware est sur le réseau de l'entreprise, mais il semble ne pas avoir été activé. On n'en sait pas plus. On ne sait pas d'où est l'origine de ce malware. C'est juste pour information. Et nous arrivons au 15 juin 2016 avec le jugement de David Portefig. Voilà pour la trame du scénario que nous vous proposons. Monsieur le procureur, je vous propose... Oui, alors pour des soucis de clarté, le tribunal exceptionnel Cercle national des armées a décidé d'appliquer une procédure pénale un peu particulière, puisque très logiquement, dans un procès pénal, on entendrait la partie civile, ou tout du moins la victime, avant d'entendre le ministère public. Mais là, afin de bien comprendre et que ce soit le plus pédagogique possible, on a inversé les rôles. Donc on commencera par les réquisitions du ministère public avant les différentes plaidoiries des parties. Donc je vous laisse la parole, monsieur le procureur.